merci de prendre place. Là, je vois qu'il y a encore pas mal de gens debout. On va démarrer donc tout de suite cette session avec un intitulé absolument passionnant. Quelle forme aura la puissance de demain? Alors on pourrait y passer la matinée. Ça pourrait être une leçon, une longue leçon de Philippe Aghion. Je vais lui demander, Philippe, d'introduire le sujet assez rapidement en 3 minutes. Je sais que c'est un exploit que je te demande, mais Philippe, je te passe la parole et ensuite on aura un débat sur ce thème. Merci. Là, c'est le micro, voilà. Demain. De fait, les déterminants de la puissance sont multiples. Il y a d'abord la capacité d'innovation, le fait d'être ou non un pays à la frontière technologique, c'est-à-dire un pays qui diffuse ses découvertes vers le reste du monde. C'est certainement un facteur dominant de puissance pour les États-Unis aujourd'hui, comme ça l'a été il y a 1 siècle et demi pour la Grande-Bretagne. Mais il n'y a pas que l'innovation et la technologie. Avoir une monnaie de référence est également un facteur de puissance pour le pays qui le détient. Ça permet à ce pays de se financer à peu de frais. On a parlé de privilèges exorbitants du dollar. Il y a également l'accès aux ressources naturelles, qui est également un facteur potentiel de puissance, mais finit souvent par entraver le développement en retardant la mise en œuvre de réformes structurelles indispensables pour stimuler la croissance et le développement. À une époque, le Royaume-Uni a pu prétendre être le seul pays au monde à posséder tous les attributs de puissance. La domination de la livre sterling, la révolution industrielle qui était donc née de l'autre côté de la Manche, les ressources naturelles auxquelles l'Angleterre avait accès grâce à son empire colonial. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont progressivement supplanté le Royaume-Uni comme puissance monétaire, technologique et militaire dominante. Et puis, plus récemment, il y a eu la mondialisation qui a permis l'émergence de nouvelles puissances économiques, à commencer par la Chine. Dès lors, l'appartenance à un ensemble régional plus vaste, la constitution d'alliances comme l'Europe, comme la zone euro, semble indispensable à un pays comme le nôtre pour lui permettre de préserver, de continuer de peser sur les affaires du monde. Seulement, la constitution d'une alliance, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'alliance soit dynamique, qu'elle avance, et c'est un peu le problème de l'Europe en panne. Quand l'Europe a créé l'euro, on disait que la monnaie unique favoriserait une dynamique de croissance en stimulant la concurrence entre les pays. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Bien sûr, l'euro a apporté la stabilité des prix, le confort pour ses usagers qui voyagent en Europe et s'est imposé sur les marchés mondiaux. Mais l'euro n'a pas été un facteur de croissance. Il n'a pas permis la convergence des pays du sud de l'Europe vers les niveaux de productivité de leurs partenaires du nord de l'Europe. Au contraire, le passage à l'euro a conduit des pays comme l'Espagne et le Portugal à surinvestir dans des secteurs à faible contenu technologique comme la construction. L'euro est même devenu un anesthésiant. La France aurait sans doute réformé bien plus et bien plus vite si sa monnaie avait été chahutée comme lors du tournant de la rigueur de 1982-1983. Aujourd'hui, la France vit à l'abri de l'euro. Cette session s'interrogera sur les déterminants potentiels de la puissance des différents pays ou différentes régions du monde dans les 50 ans à venir. Est-ce que le monde sera gouverné avant tout par les pays les plus innovants, ou bien par les pays les mieux dotés en ressources naturelles, ou bien par les pays les plus peuplés ou les mieux armés? Quelle sera l'importance relative du soft power, par là je veux dire l'hégémonie culturelle et institutionnelle, et celle du hard power, qui repose sur les rapports de force stratégiques et militaires? Est-ce que l'inégalité au sein des pays de l'Europe n'est pas une entrave à la cohésion entre pays de l'Europe? Vous voyez la relation entre inégalité au sein des pays et plus grande cohésion et dynamisme de l'alliance entre pays. Comment permettre à l'Europe de redevenir l'avant-garde en tant que modèle de croissance et de développement? Voilà quelques questions que je soumets à ce panel prestigieux. Merci. Merci Philippe. Alors, je ne peux pas ne pas demander à François Villeroy de Galhau de réagir à 3 propos que vient de tenir Philippe. D'abord, l'euro n'a pas été un facteur de croissance, l'euro est devenu un anesthésiant et la France se serait réformée plus vite. François ? Bonjour.
Je crois que Nicolas et Philippe ont situé notre sujet assez haut et il invite à tous les espoirs dans ce dimanche matin à Aix. Donc je vais parler comme responsable public, mais aussi comme Français de toutes mes tripes et comme Européen engagé. Et je voudrais, au passage, je répondrai aux questions que Nicolas vient de rappeler, mais je voudrais dire en 6 minutes 4 convictions. Ce qui fera demain la puissance d'un pays, c'est d'abord, bien sûr, sa force économique. Mais c'est aussi son rapport à la vérité, son ambition et son unité. Ce qui fera la puissance d'un pays, bien sûr, c'est d'abord la force de son économie et de ses entreprises. Alors, soyons clairs, l'histoire et les valeurs comptent, la culture et l'art comptent, la projection militaire compte. Mais rien de tout cela ne dure sans puissance économique. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la montée de la Chine à l'échelle mondiale ou la montée de l'Allemagne en Europe. Et là, je voudrais dire qu'il y a des succès économiques en Europe, en zone euro. Il faut regarder quelque chose qu'on ne regarde pas très souvent. Parmi les 34 pays développés qui sont suivis dans l'OCDE, la meilleure croissance en 2015, c'est l'Irlande, avec près de 8%, et l'Espagne a eu plus de 3% de croissance. La dette publique la plus faible, c'est un pays pas très connu et intéressant, c'est l'Estonie. Et tenez-vous bien, 6% de dette publique. Le second plus faible taux de chômage des jeunes, c'est l'Allemagne, avec 7%. Et la plus forte réussite PISA en sciences, c'est la Finlande. Je crois que ces chiffres-là nous donnent 2 leçons. L'ennemi du succès, ça n'est pas l'Europe. L'ennemi du succès, c'est le statu quo et l'absence de réforme. Et il y a une seconde leçon, c'est que même à l'intérieur de l'Europe, les politiques économiques des pays comptent et font la différence. Et là, je dis, cher Philippe, que l'euro n'est pas nécessairement un anesthésiant, même s'il a pu l'être pour la France. Alors, ce qui fera la puissance d'un pays, c'est aussi sa capacité à se dire la vérité. J'avais prévu de parler de ça avant que nous honorions aujourd'hui la mémoire du parler vrai. Et il y a par rapport à ce rapport à la vérité aujourd'hui 2 tentations opposées. Il y en a une par le haut, c'est ce que j'appellerais le mensonge de l'illusion lyrique. Et là, il y a des leçons du réveil douloureux de la Grande-Bretagne post-Brexit. Le référendum n'a pas fait disparaître le réel. Et donc, à court terme, il y a un défi difficile pour la politique économique et monétaire britannique entre 2 défis contraires. Il y a le défi inflationniste, avec les effets sur plus d'inflation de la chute de la livre, de plus de 11% depuis le Brexit. Et puis, il y a un défi récessif, avec la tendance à moins de croissance, du fait du choc d'incertitude sur les investissements. Et ça, c'est toujours un sujet très compliqué pour la politique économique et monétaire d'être pris dans ce dilemme. Et à plus long terme, il y a le défi ou le risque de l'isolement. Alors, il est souhaitable qu'il y ait un nouvel accord européen avec la Grande-Bretagne à l'intérieur des règles du marché unique. Mais il faut redire que s'il n'y avait pas un tel accord, il n'y aurait plus de passeport européen pour la City et il n'y aurait pas de maintien des chambres de compensation. Il y a un autre risque par rapport à la vérité, il est plus par le bas et il est plus sans doute de ce côté-ci du channel ces jours-ci. C'est la tentation de l'autoflagellation et de la résignation. N'oublions pas les atouts de la France. Et je voudrais en citer au moins un, c'est le fait que nous avons la jeunesse la plus nombreuse d'Europe. N'oublions pas les atouts de l'Europe. Et pour rester dans l'ordre économique, c'est sa monnaie et c'est son modèle social. Alors ça m'amène au 3e ingrédient, je crois, de la puissance d'un pays, c'est que pour transformer ses atouts en puissance, il faut une ambition. Et là, je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur les 2 atouts de l'Europe que je viens de citer. La monnaie. Nous avons construit une monnaie reconnue à l'échelle internationale et soutenue par plus des 2/3 des citoyens de la zone euro. Ce n'est pas rien, et soyez assurés qu'au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, nous sommes tous déterminés à conforter cet actif collectif. Mais je voudrais faire 2 propositions pour aller plus loin. La première, c'est en s'appuyant sur cet extraordinaire avantage de l'Europe qu'est son épargne. Nous avons un excédent d'épargne à l'échelle européenne de 300 milliards d'euros. De beaucoup mieux utiliser cette épargne en faisant une union de financement et d'investissement.
avec sans doute davantage d'investissements publics et pas seulement dans les infrastructures, un espèce de plan Juncker plus sur l'éducation, sur l'apprentissage pour les jeunes transfrontières. Je crois qu'il est temps de faire un grand Erasmus Pro. Et puis surtout mobiliser cette épargne mieux sur les capitaux privés pour l'innovation. C'est un sujet dont Philippe a parlé, mais le grand retard de l'Europe aux États-Unis par rapport à cette fameuse frontière technologique, c'est que nous finançons beaucoup moins les fonds propres des entreprises et pas seulement des start-up. Je vous donne 2 chiffres peu connus. Les fonds propres des entreprises, c'est 50% du PIB en zone euro, c'est 120% aux États-Unis. Alors que nous avons davantage d'épargne, une union de financement et d'investissement. Et puis la deuxième proposition, c'est un ministre des Finances de la zone euro pour élaborer et surveiller la mise en œuvre, enfin, d'une vraie stratégie collective de croissance avec les politiques budgétaires et les politiques de réforme structurelle en relais de la politique monétaire qui a déjà fait beaucoup. Alors, ça c'est le premier atout de l'Europe qui est la monnaie sur lequel nous devons avoir une ambition encore plus forte. Il y en a un deuxième, c'est le modèle social. C'est peut-être plus surprenant, mais ce modèle social, il est fait d'un niveau de service public élevé et de moins d'inégalités. Et le tout est effectivement bien mesurable. Et là, je voudrais dire très clairement, n'ayons pas honte. Ce n'est pas le moment d'avoir honte de ce modèle social, alors que le débat américain et britannique se polarise autour de la question des inégalités, alors que les pays émergents aspirent à ce modèle. Mais la fierté, ça ne veut pas dire l'immobilisme, particulièrement pour nous, Français. Il n'y a aucune raison que ce modèle social nous coûte 10 points de PIB de plus que nos voisins européens. Il n'y a aucune raison qu'il produise 2 fois plus de chômage qu'en Allemagne. Et si nous faisons ces réformes-là, alors je crois que notre ambition de puissance, à nous Français pour le XXIe siècle, ça peut être de réconcilier le modèle social européen et la compétitivité économique, et ainsi, je reprends une belle expression de Pascal Lamy, de civiliser la mondialisation. Je termine par le dernier ingrédient, le quatrième, c'est l'unité. Je vais être très rapide là-dessus parce qu'au fond, La Fontaine a tout dit. C'est dans une fable peu connue qui s'appelle Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible à moins que d'être unie. La Fontaine était français et je crois que ça vaut en particulier pour nous dépasser notre vieille préférence gauloise pour la division, être capable de nous mobiliser collectivement autour d'un élan pour les réformes, comme nous savons le faire une fois par génération, en 1958 ou entre 1985 et 2000, pour la qualification pour l'euro. C'est ça, je crois, quel que soit le prochain président élu, l'enjeu de l'année prochaine, qu'il soit élu avec un programme clair et un mandat pour les réformes. Merci. Alors, je vous propose à présent de traverser la Méditerranée avec Issa Rebrab. Alors, M. Rebrab a fondé il y a un certain temps le premier groupe privé algérien. C'est aussi le premier employeur privé en Algérie et également, je crois, le premier contribuable ou contributeur en tout cas au budget algérien. Monsieur Rebrab, sur ce sujet de la puissance, comment est-ce que vous voyez les composantes de la puissance? La puissance des pays de demain, c'est leur capacité à innover et à développer une économie de la connaissance. Pour y parvenir, il faut investir massivement dans l'éducation de qualité de la population afin de développer des talents. Il faut aussi investir dans la recherche et développement qui vont attirer d'autres talents d'autres pays étrangers. C'est les talents qui vont permettre au pays le développement permanent de l'économie de la connaissance. À partir de là, tous les rêves sont permis. Développement économique, développement des exportations, excédent de la balance des paiements, économie florissante, puissance financière, monnaie forte, avec la puissance
technologique et financière, on peut construire aussi une puissance militaire et être le leader et avoir le leadership au niveau régional, voire même mondial. Tout ça suppose une vision, une bonne gouvernance, la transparence, la confiance, la liberté des initiatives, la liberté d'expression et un état de droit. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci pour votre clarté. Je voudrais passer la parole à Mingbo Kai. Alors, Mingbo Kai a fondé un fonds qui s'appelle KT Capital, qui est basé en France, qui investit dans de multiples sociétés et en particulier des sociétés françaises ou chinoises qui travaillent avec la Chine. Mingbo Kai est l'homme qui a permis à SEB, il y a quelques années, de s'installer et de prospérer en Chine. Son fonds vient de recruter une recrue de poids avec l'ancien directeur du Trésor, Bruno Bézard. Monsieur Kai, comment est-ce que vous voyez les attributs de la puissance, si je puis dire? Oui, merci Nicolas. Bonjour, je suis chinois, orléanais. Vous connaissez Orléans? La terre Orléans m'a beaucoup bonifié et j'habite à New York. Alors, quand je suis sollicité pour participer à cette session, je me pose la question aussi, ce titre porte quelle forme de puissance de main? Je ne suis pas théoricien. Je suis praticien, tous les jours, vis avec les entrepreneurs. Donc, je voudrais juste partager quelques métaphores, quelques observations avec vous. Pour un Chinois comme moi qui a vécu 27 ans en France, qui n'a jamais quitté la France, jamais quitté la Chine, et en même temps vivre à New York, finalement, ça veut dire première semaine, deuxième semaine, je suis à New York, troisième semaine en Chine et quatrième semaine en France. Donc, j'ai compris une chose. Les pays, les États sont très puissants, mais ils ont une faiblesse. Ils ne peuvent pas gouverner au-delà de frontières. Alors, à part ça, j'ai vu, avant, on compare la puissance d'État, c'est par rapport à combien les hommes, combien de soldats ils ont, combien de chevaux, après combien de fusils, et après combien de têtes nucléaires. C'est agressif, c'est méchant, quelque part. Donc, je suis un homme d'entreprise, je préfère la force. La force, quelque part, il y a l'élégance. Et quand, avec mon visage, je ne peux pas ne pas parler à Chine, parce que vous allez me poser la question, il faut savoir que la nouvelle génération chinoise, comme nous voulons la force, l'élégance. Moi, je suis né dans un petit village sud de Chine qui s'appelle Fujian. Village de pêcheurs, il n'y a rien. J'ai connu l'électricité à l'âge de 7 ans. Première fois, j'ai pris le train à 18 ans. Et c'était exactement cette ville-là que Chen He, le général Chen, est parti sous l'ordre de l'empereur pour aller démontrer l'époque, la puissance de Chine. Mais comment il démontre? Avec centaines de grands bateaux immenses, jamais aussi grands construits. Ils vont jusqu'à Moyen-Orient. Et l'époque, c'était juste donné. Ils ont plein de porcelaine, plein de soie d'ailleurs, plein de collections en Europe. Ça datait de l'époque. Rien à demander, juste donner. Ramener les gens, accueillant, s'ils veulent revenir chez nous. D'ailleurs, dans mon village, on a une mosquée datée de 1500 ans. Voilà, c'est là pour moi la quête de la puissance étatique. Pour moi, c'est ça le sens. Et je l'ai trouvé dans l'entreprise. L'entreprise, notamment dans l'entreprise de technologie, parce que KT, nous investissons aussi dans les sociétés technologiques, dans le PME, dans le ETI, sur 3 continents, et notamment en France. Et je trouve que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs technologie, entrepreneurs, quand ils parlent de leur société, ils ne parlent pas combien de hommes qu'ils ont, combien de fusils ils ont, combien de têtes nucléaires. Ils parlent combien c'est sympathique les plateformes. Ils parlent combien d'utilisateurs ils ont réussi à attirer. Ils parlent combien c'est marrant leur interface. Et ils parlent
comment ils cherchent, obsédés, à améliorer leur technologie pour attirer. Donc c'est là, complètement, une autre approche. Ce n'est pas pour montrer le rapport de force, c'est comment vous inviter, même vous rendre encore plus libre, même vous rendre gratuit, à condition que vous venez dans ma planète. Et donc, dans cette planète, on trouve la puissance. La puissance, par exemple, nous sommes investisseurs d'une société qui s'appelle Mitu. Au début, c'était juste pour aider les femmes, parce qu'en Chine, en famille, les gens ne parlent pas beaucoup des choses intimes. Donc, ils ont utilisé ça pour, on l'appelle period tracker. C'est pour enregistrer les périodes des femmes. Après, ça devient pour la grossesse, tous les rapports intimes. Aujourd'hui, nous avons 100 millions d'utilisateurs. 100 millions d'utilisateurs. N'importe quelle chose il fait, tout de suite, 100 millions de personnes est au courant. Il est plus puissant. Il est plus puissant que la ville. D'accord? Et nous détenons la plus belle cartographie de sexualité chinoise de toutes les villes. Et il y a un mois, nous avons branché cette plateforme avec Alibaba, avec tous nos ennemis, e-commerce. Et je peux vous dire, ça part comme ça. Voilà. Et c'est ça la nouvelle plateforme. Donc, toutes ces jeunes générations, ce fondateur, il n'a que 28 ans. Vous lui parlez de la puissance, la critère un peu, excusez-moi le terme un peu archaïque, finalement ça ne leur concerne pas. Il veut que si en France il a marché, si aux États-Unis il a marché, il veut y aller. Nous sommes actionnaires tout récemment d'une société magnifique française qui s'appelle Travi. Il y a combien d'utilisateurs de Travi ici dans la salle? Travi, c'est la location de co-chair, de Travi, la voiture de location voiture particulier. Bon, peut-être vous êtes un peu gêné de démontrer que vous louez votre voiture le week-end. Mais ce n'est pas grave. Et je peux vous dire, nous sommes devenus un client très important d'Allianz. Parce que c'est nous qui avons acheté l'assurance. Et c'est un entrepreneur qui d'ailleurs est d'origine de la région et qui a créé ça il y a quoi, 5 ans. Il est à peine 33 ans. C'est français. Donc son but, c'est comment je peux rendre service aux consommateurs chinois, comment je peux rendre service aux Allemands, comment je peux rendre service ailleurs. Donc, dans leur tête, ils réinventent leurs frontières. Et ça, pour moi, en plus, ils sont sympas et en plus, ils sont vraiment une obsession de bien-être. Donc, pour moi, la puissance de confrontation, c'est terminé. Et dire que les Chinois, ils veulent nous envoyer partout, etc. Ils viennent acheter notre champ, ils cultivent les riz, et d'ailleurs, c'est pas vrai. C'est fini ça, nous sommes la nouvelle génération, on vous aime beaucoup, vous voyez. Et j'ai accepté de venir ici aussi, c'est aussi pour mémoire d'un très grand ami, qui est l'ancien ambassadeur Wu Jianmin, qui était ici l'année dernière. C'est l'un des plus grands ambassadeurs de Chine en France. Il aime beaucoup la France. Et il m'a beaucoup influencé. Il a été décédé il y a quelques semaines accidentellement. Donc voilà, moi je voulais dire, fin la puissance de confrontation, et nous sommes dans une nouvelle génération, en tout cas que vous voulez ou vous ne voulez pas, si les jeunes, leur perception de puissance va dominer le futur de notre monde, ce n'est pas nous. Donc vive la puissance coopérative. Merci. Merci Mingo Kai. Guillaume Faury, Airbus hélicoptère, même question. Alors, il y a 1, 2, 3, ça marche. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir d'intervenir un dimanche matin devant un amphi aussi plein et d'avoir dans cet amphi Bertrand Piccard. Et je ne néglige pas le fait que peut-être si l'amphi est aussi plein, c'est parce qu'il était là dès 8 heures ce matin. On est dans une université, on parle de puissance. Donc, il y a une notion physique à la puissance qui est la capacité à mobiliser une quantité d'énergie par unité de temps. Et la puissance, on pense aussi à la puissance militaire quand on parle de capacité d'énergie très très forte dans un temps très court. Je pense que ce n'est pas la puissance qui fait la différence, c'est la capacité à faire une différence, à avoir un impact
et donc à mobiliser cette puissance pendant un temps long. Et c'était très très frappant ce matin d'entendre Bertrand parler et de voir que finalement cet avion, il a peu de puissance, il a très très peu de puissance, et vous avez développé des trésors d'imagination pour arriver à garder la puissance même pendant la nuit, alors que la ressource d'énergie est le soleil, mais que cette petite puissance, vous l'avez gardée pendant un temps long, et vous avez réussi finalement, vous allez réussir à faire le tour du monde comme ça. Alors, cette capacité à faire une différence, à créer un impact, c'est la capacité à ne pas voir cette énergie gaspillée, donc à focaliser l'énergie, à rendre cohérent tout ce qui mobilise l'énergie et le faire pendant un temps long. Alors pourquoi cette petite introduction? Parce que quand on transpose ça à un État, à un continent ou à des organisations, des entreprises, ce qui est important, c'est bien, avec un nombre d'acteurs très très important, d'arriver à créer cet alignement des forces et à avoir tout le monde qui va dans le même sens. C'est très frappant, et j'aime bien la symbologie du bateau. On imagine bien un grand bateau avec beaucoup de rameurs, c'est ce que nous sommes dans les organisations. Si les rameurs sont très puissants individuellement, mais qu'ils ne rament pas dans le même sens, l'impact est nul. Et même si on arrive à les faire ramer tous dans le même sens, si le bateau prend régulièrement des caps très différents, il va nulle part. Et donc c'est bien le fait d'avoir une constance, une continuité, d'avoir eu, comme vous avez eu pendant 12 ans, une détermination, un objectif très clair et un alignement de l'ensemble des forces que vous aviez, qui a permis de faire un impact absolument considérable, de faire la différence. Et donc il s'agit bien de, je pense, dans la puissance, dans la puissance de demain, de mobiliser cette capacité à canaliser, à orienter et donc à donner du sens, à montrer le cap. Je crois que la puissance de la parole et de la communication de la force publique est absolument essentielle pour permettre cet alignement et pour permettre, avec une puissance donnée, de faire à la fin une très grande différence. Et donc on tombe sur des sujets de gouvernance, on tombe sur des sujets de création de l'écosystème pour que l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble fassent cette différence, la capacité à résister, la capacité à coopérer, la capacité à créer des partenariats, à créer des associations, la capacité à faire travailler tous les acteurs de façon cohérente. Je pense aussi qu'on est dans un monde où les disruptions, les changements, les crises, les ruptures sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses. Et donc pour pouvoir garder ce cap et faire cet impact, il faut de la résilience. Vous expliquez ce matin, je fais encore une référence à cette présentation qui m'a beaucoup marqué. Quel plaisir d'avoir Bertrand Piccard dans une assemblée où j'ai le plaisir d'intervenir. Vous montriez, vous expliquiez comment vous vous êtes finalement réorganisé face à un événement difficile qui a été cette rupture de la structure du deuxième avion. Donc je crois qu'un élément de la puissance, c'est la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est la capacité à continuer à mobiliser cette énergie, cette puissance dans un environnement qui change très fortement. Et là, on voit que pour beaucoup, pour tous, souvent, le changement est perçu comme venant de l'extérieur, il est subi, il est un risque, alors que pour faire la différence, il faut être acteur du changement, il faut aller plus vite que le changement de l'environnement. Si on va moins vite que le changement environnant, on subit, on joue en défense et on ne fait pas l'impact positif, on n'est pas finalement une puissance de demain. Et donc je voudrais conclure avec finalement ces quelques mots. La capacité à créer du changement, c'est le leadership. Je pense que pour créer du changement, il faut changer le rapport au risque, il faut redonner les conditions et le goût d'entreprendre, il faut donner ce goût aventurier, pionnier, qu'on a eu le plaisir de voir ce matin. Il faut sortir de toutes les situations où on mobilise énormément d'énergie pour ne pas changer. Et c'est extrêmement frappant et choquant quand on est entrepreneur de voir ce qu'on est capable de mobiliser comme énergie pour résister, pour empêcher le changement, pour soi-disant protéger. Au contraire, exposons, prenons du risque, entreprenons, et je pense que ça permet à un État, à un continent, d'avoir du leadership et donc d'être une puissance de demain. Merci. Merci. Jean-Pierre Clamadieu, je vous passe la parole. Les ressorts de la puissance, je pense que vous serez relativement d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Oui, effectivement, je pense que je vais le dire avec des mots un peu différents, mais moi aussi je voudrais partager un témoignage de praticien, mais en essayant de réagir à certains des thèmes qu'évoquait Philippe. Je vais parcourir rapidement trois sujets avec vous. Relativiser le facteur de puissance que représente l'accès aux ressources naturelles, redire combien la technologie est essentielle, et puis terminer en disant que la gouvernance, c'est aussi quelque chose d'important et que c'est sans doute un domaine dans lequel on a les uns et les autres des progrès à faire aujourd'hui. Ressources naturelles, j'ai été souvent dans ces rencontres pour expliquer combien l'Europe devait faire face à une difficulté parce qu'elle n'avait pas accès aux ressources naturelles ou énergétiques. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit l'accès physique à ces ressources qui soit véritablement le facteur de puissance. Deux exemples. La révolution énergétique américaine, qui est une réalité pour tous ceux qui pensent que c'était juste un petit effet de mode et que la baisse du prix du baril a ramené tout le monde au même niveau. Non, la réalité, c'est que les États-Unis ont connu une vraie révolution énergétique. C'est lié à la géologie, effectivement, une géologie favorable, mais c'est surtout lié à la capacité de créer très vite un écosystème à partir de technologies nouvelles, à partir d'une mobilisation de manière très flexible et efficace et très innovante des ressources qui ont permis en quelques années à ce pays de devenir le premier producteur de pétrole, à devenir un pays qui a un accès au gaz dans des conditions très privilégiées, un pays qui s'est engagé dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. A contrario, pour prendre un exemple dans lequel les ressources naturelles n'ont pas eu, le contrôle des ressources naturelles n'a pas eu l'effet engagé, certains d'entre vous se rappellent peut-être ce qu'on aurait pu appeler la bataille des terres rares qu'avait engagé la Chine il y a une dizaine d'années en nous disant vous allez voir, on a un contrôle presque absolu dans la fabrication, dans la production de ce petit groupe d'éléments chimiques qui est très utilisé dans notre vie quotidienne, même si on ne le connaît pas. Échec complet. Les règles du commerce international, le fait que la Chine avait beaucoup de mal à maîtriser sa propre supply chain dans ce domaine fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus du tout de terres rares, en tout cas, on n'en parle plus en considérant que c'était un levier potentiel pour la Chine pour peser sur l'Occident. Donc, ressources naturelles et énergétiques, oui, mais c'est surtout la manière dont on est capable de les mettre en œuvre, de les mettre à disposition, plus que le contrôle physique qui est aujourd'hui important. Technologie, je pense qu'on l'a dit les uns ou les autres, c'est essentiel. La capacité à transformer une production scientifique ou technologique en un outil créateur de richesse et de valeur est essentielle. Ce sont des modèles les modèles qui se sont succédés, qui ont permis cela, ont été assez différents. On a toujours une pensée émue en France en se rappelant ce qu'a été le programme nucléaire, ce qu'a été le lancement du TGV. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde la Silicon Valley, et avec raison, comme un modèle particulièrement performant d'alignement de ressources financières, intellectuelles, techniques, avec une incroyable diversité de moyens, de compétences. Et quand je dis la Silicon Valley, ce n'est pas juste quelques dizaines de kilomètres autour de San Francisco, c'est vraiment ce modèle très puissant qui nous a donné des grands acteurs dont les noms nous font tous un petit peu rêver. Mais c'est un modèle qu'on a su, de manière modeste mais efficace, développer beaucoup plus près de chez nous. Un groupe comme Solvay, qui fait aujourd'hui 7% de son chiffre d'affaires en France, il fait 40% de sa recherche et développement. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé ici un écosystème qui nous convient bien, un écosystème dans lequel on associe laboratoires publics, laboratoires privés, universités, production de diplômés de très très bon niveau qu'on est capable d'intégrer dans nos équipes. Donc je crois qu'il ne faut pas que dans ce domaine de la technologie, nous ayons le sentiment que nous sommes dépassés par d'autres. Je crois qu'au contraire, et mon voisin l'a redit dans son intervention, et Guillaume pourrait bien sûr, en tant que représentant de l'industrie aérospatiale, qui est aussi en France et plus largement en Europe un incroyable succès, je pense que nous avons cette composante-là de la puissance, même si nous devons bien sûr nous attacher à la préserver et à la développer. Je serais moins optimiste sur la gouvernance, et pas simplement en Europe. Je pense que la gouvernance, c'est au fond la capacité à développer une vision, un projet, d'aligner les ressources publiques, privées, les citoyens autour de ce projet. C'est de créer les conditions qui font qu'on fait face aux difficultés, qu'on est capable de gérer les mutations qui sont nécessaires. C'est aussi ce qui fait qu'on est capable de tirer parti des opportunités. Et là, je crois que le paysage autour de nous est malheureusement peu rassurant. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Certains des débats de la campagne présidentielle, je pense, nous font un petit peu froid dans le dos. Regardons ce qui se passe en Chine, où là aussi, certains des aspects de développement de cette gouvernance, de cette capacité d'aligner les efforts des uns ou des autres, sont un grand succès dans certains domaines, montrent des déficiences réelles dans d'autres. Et puis si nous regardons l'Europe, évidemment,
aujourd'hui, nous voyons tous les challenges qui sont les nôtres. Mais comme je suis un Européen convaincu, je vais dire que c'est l'occasion pour nous de développer, c'est la crise que nous traversons, François l'a rappelé, c'est l'occasion pour nous de développer des réponses, c'est l'occasion de reconstruire cette vision commune, c'est l'occasion d'aligner les énergies. Et je pense qu'effectivement, j'espère que les débats d'aujourd'hui seront une modeste contribution à cet enjeu. Je pense qu'effectivement, l'Europe devrait être capable de faire de sa gouvernance très originale un facteur de puissance. Et c'est vraiment sur ce commentaire-là que je conclurai mon intervention. Merci. Merci. On a pas mal évoqué la Chine. Mick Bokai, le vote britannique s'est perçu en Chine comme une perte de puissance pour l'Union européenne? Vous me posez la question? Les réseaux sociaux, vous savez, il y a 700 millions d'utilisateurs WeChat. C'est vrai, ça a déchaîné. Mais déchaîné pas pour la raison tout à fait la même perception. C'était rigoler que les Anglais aient sorti en même temps que leur équipe de foot. Donc c'était fan. T'es fan. Au fond, d'une manière plus générale, qu'est-ce qui manque à l'Union européenne pour exercer pleinement sa puissance, les uns ou les autres? François? Diable. Moi, je crois que la première chose qui nous manque à nous, Français, et qui manque à l'Union européenne, c'est la confiance en nous-mêmes. Et dans ce qu'a dit Mick Bokai, il y a une expression que j'ai beaucoup aimée, c'est puissance coopérative, par laquelle il a conclu. Je crois que c'est ça que nous devons construire en Europe. Et pour commencer à construire ça en Europe, il faut la puissance coopérative à l'intérieur de notre pays. J'ai déploré la préférence française pour la division. Mais dépassons toutes les querelles de voisins de palier que nous pouvons avoir. Les débats entre puissance publique et entreprise, évidemment, il faut les deux. Les débats entre grandes et petites entreprises, bon, etc., entre capital et travail, enfin je pourrais allonger. Nous ne savons pas, aujourd'hui, nous avons su le faire dans le passé, mais avoir une mobilisation collective dans la durée. Bien sûr, il y a des affrontements, c'est vrai à l'intérieur du pays, c'est vrai entre pays de l'Union européenne, mais autour de nous, et avant nous, dans notre propre histoire française, on a su passer des compromis pour avoir des stratégies dans la durée. C'est ça qui manque aujourd'hui à la France et à l'Europe. Accessoirement, j'aime beaucoup que ce soit Mick Bokai qui porte ce message de la puissance coopérative, parce que je crois que son parcours nous dit quelque chose à nous, Français, sur les immenses mérites de l'ouverture internationale. Mick Bokai ne serait pas là s'il n'avait pas été accueilli comme étudiant à Orléans il y a 25 ans. Voilà. Bravo. Léon. Qui est ici présent, M. Pona. C'est incroyable. Et d'ailleurs, puisque François, vous avez évoqué ce sujet, personne ne me payait pour faire dire ça. Je voulais dire vraiment, la France, c'est un pays quand même extraordinaire. Je suis un grand Chinois, une graine chinoise. J'ai fait tout en France. J'ai commencé ma première société en France. J'ai créé notre premier fonds en France, nous investissons notre première société. Je trouve que les Français, parce que je le croise, vous ne parlez pas de diaspora français, mais il y a vraiment une diaspora française exceptionnelle. À Silicon Valley, il y a 100 millions de Français. À Shanghai, il y en a au moins autant. À Pékin, il y a 50 000. Partout où je vais, dans toutes les sociétés tech, il y a toujours, si ce n'est pas numéro 1, numéro 2, c'est numéro 3, numéro 4. Et les Français, je dis, c'est comme des athlètes de très haut niveau. Ils préparent l'élan. Ils courent. Tout simplement, vous êtes tellement cultivé, parfois vous vous dites, je veux réfléchir, j'arrête de réfléchir. Issam d'abord. Et à ce moment-là,
Et à ce moment-là, finalement, en tant qu'investisseur, j'adore tous ces entrepreneurs français, c'est juste ne pas lui laisser le temps de réfléchir, de pousser. Et les Français, ils sont exceptionnels quand ils sont en action. Monsieur Rebrab. Monsieur Rebrab. Je vais vous raconter une expérience que nous avons vécue ici en France. Nous avons constaté qu'en reprenant un certain nombre d'entreprises françaises qui ont déposé leur bilan au niveau du tribunal, nous avons pu, non seulement dans le cadre de la colocalisation, développer et remettre en route et encore donner une plus forte croissance à ces entreprises, mais grâce aussi à une coopération avec des entreprises que nous avons développées en Algérie et en reprenant les avantages comparatifs que nous avons eus en France, avec les avantages comparatifs que nous avons en Algérie, nous avons pu recréer de grands groupes très compétitifs au niveau mondial. Et je peux vous citer les 4 entreprises que nous avons reprises en Europe, dont 2 en France. Nous avons repris en France la société Oxo dans les fenêtres double vitrage en 2013 et aujourd'hui, elle a renoué avec des bénéfices et elle a renoué aussi avec de nouveaux emplois. Nous avons aussi repris la société Brandt. Je vous dirais, sans les investissements que nous avons créés en Algérie, on n'aurait pas pu la sauver. Mais c'est grâce, si vous voulez, aux activités que nous avons resituées en Algérie, qui étaient délocalisées en Asie et dans certains pays de l'Est, que nous avons resituées en Algérie, en investissant dans des sociétés robotisées, que nous avons pu sauver le groupe Brandt en France et au niveau mondial. Et aujourd'hui, ces entreprises renouent de nouveau avec la croissance et la création de nouveaux emplois. Merci. Alors, je voudrais passer le micro à Benoît Hurtel, qui est étudiant à HEC Paris, pour sa question. Benoît. 1, 2, oui. Alors, donc, tout d'abord, merci à chacun de vous pour vos interventions. Et j'avais une question sur la forme au sens d'organisation de la société qu'aura la puissance de demain. Donc, je pense que depuis un siècle, au moins, une des modalités de la puissance européenne, ça a été d'inspirer d'autres pays, et si ce n'est d'autres populations qui aspirent à la mise en place d'un modèle social à l'européenne au sein de leur société. Et donc, je voulais savoir quels arguments restent à l'Europe pour convaincre du bien fondé de son modèle social. Est-ce qu'elle a le dynamisme suffisant pour continuer à inspirer au-delà de ses frontières? Et si ce n'est pas le cas, vers quel modèle risque-t-on de converger? Merci. Qui veut se lancer? Philippe. Le Brexit pose le problème du choix de modèle social. André Sapir avait fait des études très intéressantes. Il n'y a pas un seul modèle européen. Il y a le modèle britannique anglo-saxon. Tu avais le modèle continental France
avec les rigidités sur le marché du travail, etc. Et tu avais le modèle scandinave rhénan, etc. Et c'est des modèles assez différents. Moi, je crois qu'une des leçons importantes du Brexit, c'est que le modèle anglo-saxon, ça ne marche pas à long terme. Ça vous donne Trump et ça vous donne le Brexit. Voilà. Le modèle français, ça vous donne le modèle avec les rigidités françaises. Le modèle français tel qu'il est maintenant, ça vous donne Marine Le Pen, d'accord? Donc, il faut... Voilà, et si vous voulez, alors c'est vrai qu'il y a aussi des partis d'extrême droite dans les pays scandinaves, mais beaucoup plus qui sont préservant ce qu'on a maintenant, qui marche tellement bien. Vous voyez, c'est un peu pernicieux. Mais je crois que quand on dit le modèle européen, et quand il y a eu l'élargissement de l'Europe, le problème, c'est que les pays comme la Pologne, la Hongrie, etc., n'ont pas le même modèle que nous, et ne poussent pas le même modèle que nous. Et je crois que c'est important qu'on ait ce débat, et qu'on comprenne qu'il faut s'approprier un certain modèle, tirer les leçons du Brexit et construire autour d'un noyau européen de pays qui participent, disons, qui croient dans le même modèle, et ensuite construire autour. Et je crois que mais il faut vraiment relier le modèle social et le modèle de cohésion à l'intérieur des pays. C'est ça qui permettra de bâtir l'alliance entre pays. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Et on ne peut pas faire... Et la réforme, on parle toujours qu'il faut réformer la France. Mais les perdants, est-ce qu'on y pense ? Comment compenser les perdants? Comment les aider à franchir le Rubicon? Comment les aider à faire... Les gens ne se posent pas la question. Le chômeur, comment on fait la loi travail? Comment vous vous retrouvez au chômage? La formation, les allocations que vous aurez? Comment on vous aide? Et cette question n'est pas posée. Le Brexit, c'est le vote de tous ceux qui sont laissés sur le bord de la route. Comment faire en sorte que dans tout progrès, personne ne soit laissé sur le bord de la route? Et je crois que c'est une des grandes questions qu'on doit se poser. Alors, Guillaume, François, ou François-Guillaume, je ne sais pas. Un, deux, voilà. Un commentaire de ma part, peut-être sur les deux questions ensemble. Et appartenant au groupe Airbus, qui est le résultat d'une réussite européenne, je pense qu'on a une réserve de réussite en Europe qui est absolument considérable et qui est malheureusement aujourd'hui pas bien mobilisée ou parfois mobilisée en dehors de l'Europe et des pays européens. Je crois qu'on a en ce moment une chance extraordinaire, en tout cas une opportunité extraordinaire qui est le Brexit. Je crois qu'il faut dramatiser le Brexit parce qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Et cette bonne crise, on en fera quelque chose de positif si on redéfinit un projet européen, si on remobilise l'Europe autour d'une ambition commune, autour d'objectifs communs. Je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Europe. Elle n'est pas mobilisatrice, elle ne focalise pas les énergies, alors que ces énergies sont là. François. En réponse à votre question, je crois qu'il y a un modèle social européen, au moins au sens des 19 pays de la zone euro. Philippe, si vous regardez deux choses très mesurables, c'est le niveau des services publics mesuré par le niveau des dépenses publiques dans le PIB. La moyenne est bien au-dessus des États-Unis, pour ne pas parler des pays émergents. Et deux, les inégalités, ça se mesure par ce que les économistes appellent le coefficient de Gini, très inférieur dans tous les pays de la zone euro à ce qu'elle est aux États-Unis. Mais si on veut entraîner le monde autour de ce modèle, ce qui est votre question, je crois qu'il y a deux conditions. La première, c'est de ne pas être complaisant avec nous-mêmes. Il faut des réformes en France. Ce modèle doit être rénové pour être moins cher et plus compatible avec la compétitivité économique. Nos voisins l'ont fait, nous ne l'avons pas fait, pour faire très court. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'on en parle sans complexe et avec une certaine fierté. Moi, je suis très frappé depuis quelques mois. Il se trouve que dans mon métier, je vois énormément de responsables internationaux et notamment américains. Je suis très frappé du nombre de questions qu'ils nous posent ces derniers mois sur les mécanismes sociaux en Europe et même en France pour combattre les inégalités. Je vous assure qu'on ne nous demandait pas ça il y a 2-3 ans, où on était considérés comme complètement ringards. Et pour vous citer la dernière illustration, nous avons accueilli il y a 10 jours au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, je vous y fais rentrer 30 secondes, Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement mondial, encore plus grand que le fonds de Mingpo. Et oh surprise, ce symbole de l'économie de marché et de l'économie financière américaine nous a dit qu'il est très important d'avoir des politiques fiscales de redistribution au profit notamment des perdants de la mondialisation. Voilà. Donc il faut y croire, mais y croire, ça ne veut pas dire l'immobilisme pour nous Français. Y a-t-il une question ou une réaction dans la salle? Oui, madame.
Je crois qu'il y a des micros qui arrivent. Ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer la stratégie de Lisbonne qui disait faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Donc ma question, oui, c'est très important de se lancer dans le numérique, les big data. Et par exemple, Yann Lequin est professeur au Collège de France, mais il est aussi chez Facebook. Est-ce que ça ne serait pas important de se poser les questions du pourquoi la stratégie de Lisbonne, qui a été écrite en 2000, n'a pas été une réussite et comment transformer l'essai? Philippe. Oui. Philippe et Jean-Pierre Carmadieu. J'avais participé à un rapport qui s'appelait le rapport Sapir, avec Jean Pisani qui est ici, avec d'autres, et c'était la question qui nous était posée à l'époque déjà, il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'au début de la stratégie Lisbonne, on a dit on n'a qu'à investir plus dans la R&D, dans l'éducation, c'est comme de la poudre magique, et puis on va devenir des Silicon Valley. En fait, c'est plus compliqué. Je crois qu'il y a, évidemment, il fallait réformer les universités, c'est-à-dire à la fois investir plus mais mieux. Donc c'est à la fois mettre de l'argent, mais en même temps changer la gouvernance. Donc il fallait comprendre d'abord que mettre de l'argent, ça suffit pas. L'argent et la gouvernance, ça va ensemble. Donc il fallait déjà comprendre ça. Ensuite, il fallait comprendre qu'il y avait des réformes structurelles. Si vous réformez pas le marché des biens et services, le marché du travail, rien ne se passe. Mais ensuite, la question suivante qui se pose, c'est comment vous faites pour que ces réformes arrivent? Et c'est là que se pose la question de les perdants. Il y a des gens qui sont réticents, qui ont peur. Et comment vous faites pour surmonter cette peur? Voilà, comment vous faites que Renzi arrive à réformer en Italie et que nous, on n'arrive pas à faire en France ce que Renzi fait en Italie? Voilà, il faut se poser ce genre de questions maintenant. Mais on est bloqué par ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à faire ces réformes, eh bien, Lisbonne reste un vieux pieu. Mais Lisbonne était un très bel objectif. Jean-Pierre Camadieu, vous avez une réponse? Oui, j'ai trouvé très intéressant la référence à la stratégie de Lisbonne. La réalité, c'est que malheureusement, l'encre était à peine sèche, qu'on a oublié ce qu'était cette stratégie, et on s'est perdu effectivement dans une complexité qui fait que le projet aujourd'hui n'est plus visible. Et je pense que ne gâchons pas une bonne crise, Guillaume le disait, je pense qu'il faut qu'effectivement la crise d'aujourd'hui soit l'occasion de nous retrouver autour de quelques fondamentaux. Et puis finalement, je pense qu'on est tous les uns et les autres, pouvoir public, gouvernement, entreprise, on est facilement très très critique vis-à-vis de l'Europe, de ses institutions, de sa production. Et je le suis de temps à autre dans mes fonctions. La réalité, c'est que ce projet, il est très important pour nous. Et lorsqu'on doit faire la part des choses entre ce que les contraintes, les inexactitudes, les sujets un peu techniques dans lesquels l'Europe s'est perdue, est-ce qu'elle représente pour nous? Je crois qu'il faut que nous nous rappelions que ce projet, il est essentiel. C'est quelque chose dans lequel ma génération, j'allais dire notre, mais non, je vois ici des gens beaucoup plus jeunes, ma génération s'est beaucoup investie. Nous ne pouvons pas le laisser aujourd'hui dépérir. Donc je crois qu'effectivement, Lisbonne, les quelques mots qui ont été écrits à ce moment-là, expriment bien ce qu'on veut faire de l'Europe. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Il faut qu'on arrive à se relancer dans cette dynamique. Et je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on développe un modèle qui s'impose aux autres. Je pense que le modèle qui réussira en Chine, le modèle qui réussira aux États-Unis, ils seront différents du nôtre. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes attentifs à notre modèle. Il faut que nous soyons capables de préserver ce qu'il permet, en particulier de mieux traiter la situation des perdants. Mais il faut qu'on retrouve de l'ambition autour de quelques thèmes simples. Et moi, je serais assez prêt à me retrouver autour de ceux de l'agenda de Lisbonne. Monsieur avait une question, et alors vraiment très rapide. En attendant que le micro arrive, François, vous vouliez devant. Voilà. Ça marche. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot sur Lisbonne. D'abord, je partage totalement ce que Jean-Pierre Camadieu vient de dire, mais je voudrais ajouter le sujet de la gouvernance qu'il avait cité dans sa première intervention, alias les institutions. Je ne suis pas un fanat des mécanismes institutionnels. Je pense qu'on a passé trop de temps sur la plomberie européenne et pas assez sur les projets depuis 15 ans. Mais quand on a un bon projet, c'est essentiel de mettre en face la gouvernance et l'institution qui marchent. Et c'est ça qui a manqué sur Lisbonne. Jean Monnet disait, et il s'y connaissait un peu, « Rien ne naît sans les hommes, mais rien ne dure sans les institutions ». C'est aussi pour ça qu'avec d'autres, je propose un ministre des Finances de la zone euro. Monsieur, rapidement.
Merci de me donner la parole. Je voudrais réagir rapidement sur 2 idées qui ont été développées. La première, c'est celle de la puissance coopérative, et la seconde, celle qui concerne la colocalisation. Très rapidement, je pense qu'il faudrait qu'on intègre dans nos cerveaux que certains modèles économiques historiques sont désormais caduques, notamment celui qui considère que l'intelligence est au nord et la main-d'œuvre est la sueur au sud. Je signale que, par exemple, dans un domaine qui est de haute technologie, l'aéronautique, il y a une dizaine d'années, un pays comme le Maroc n'existait pas, on n'a jamais entendu parler de lui. Aujourd'hui, le Maroc est en train de développer une base aéronautique importante, la plus compétitive à la porte de l'Europe, notamment avec des partenaires français. Deuxième idée, dans le cadre de ce qui se passe en Chine, le changement de modèle économique chinois, avec l'importance donnée au marché intérieur, nous voyons aujourd'hui des groupes chinois importants s'installer au Maroc comme base pour pénétrer l'Europe et pénétrer les États-Unis, et pénétrer l'Afrique. Le Maroc, double porte pour l'Europe et pour l'Afrique. Récemment, un accord a été signé au niveau le plus élevé, au niveau du président et du roi, pour qu'un groupe qui s'appelle AIT installe à Tanger une base de 300 000 personnes dans le domaine industriel. Merci, monsieur. On arrive au terme de ce débat. Philippe Aghion, peut-être quelques mots de conclusion. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur l'importance, dans la puissance avant, c'était la puissance militaire qui déterminait beaucoup. Maintenant, on a compris que c'est d'autres forces. C'est l'innovation, c'est la coopération, c'est la gouvernance. Et voilà, je crois que c'est important de voir comment des nouvelles puissances émergent, parce qu'elles sont capables d'inventer, parce qu'elles sont capables de créer des liens et de répondre à des besoins en même temps. Et c'est une grande source d'optimisme, parce qu'il y a toujours eu le problème du développement durable. On n'a pas parlé aujourd'hui de l'innovation verte beaucoup, mais je crois qu'on peut faire en sorte, et je crois que de plus en plus, il y a l'idée de dire, eh bien, on peut faire ça de façon, eh bien, le développement, il n'y a pas de limite à la croissance, il n'y a pas de limite au développement, si on coopère, si on gouverne les choses comme il faut. Et je crois que c'est un énorme élément disons, d'optimisme. Avant, c'était la force militaire. Au XIXe siècle, c'était la force militaire. C'était disons, le danger militaire qui était l'incitation à se développer. Maintenant, c'est à la fois la compétition et la coordination, ce que j'appelle la coopétition entre pays. On fait la compétition, mais en même temps, on coopère. Et je crois que ce modèle de coopétition est un modèle très stimulant pour la nouvelle croissance à notre époque. Voilà. Merci à tous. Merci Philippe. Merci.